C'est le sujet d'actualité depuis 10 jours. Le coronavirus agite les hôpitaux, les pouvoirs publics et les laboratoires partout dans le monde. Faut-il s'inquiéter de l'apparition de ce virus qu'on dit pourtant moins dangereux que celui de la grippe? Les protocoles mis en place sont-ils utiles, nécessaires ou plutôt de nature à nous inquiéter exagérément? Comment se prépare-t-on ici, mais aussi ailleurs? Bienvenue sur BX1, c'est Versus, votre émission de débat. Et nos invités de ce soir ont tous quelque chose à dire dans leur domaine. Jean Ruel, bonsoir. Vous êtes scientifique, chercheur à l'UCL et professeur également. Michel de Volder, vous êtes médecin généraliste. C'est la première ligne. On verra comment vos patients réagissent et vous représentez aussi une association de médecins généralistes bruxellois. Il faudra bien trouver un jour un médicament, un remède, pourquoi pas un vaccin. Stéphane Fierce, merci d'être là. Vous êtes le directeur communication de pharma.be, le groupe pharmaceutique, le secteur pharmaceutique. Et puis, Stéphane Emmens de Médecins du Monde, merci. Nous verrons avec vous que si l'épidémie pour l'instant apparaît surtout importante en Chine, elle pourrait peut-être s'étendre ailleurs et qu'on s'y prépare aussi, notamment en Belgique. Le bilan précis de l'épidémie de coronavirus évolue en permanence. Ce matin, on comptait 490 décès et plus de 24 000 contaminés. Parmi ces contaminés, un Belge, un seul, mais l'affaire est prise très au sérieux et au plus haut niveau. Regardez. Arrivé avec le sourire, car il faut avant tout rassurer. La ministre Maggie De Blok confirme en cas de coronavirus en Belgique, mais le patient infecté ne présente pour le moment aucun symptôme. Il est isolé mais se porte bien. Moi j'estime que c'est un cas peut-être mild, moderate, donc ça va passer dans quelques jours. Il va rester aussi en quarantaine pendant 14 jours, de mon opinion. Et donc moi je n'expecte pas des complications chez lui. En attendant, la personne a été transférée à l'hôpital Saint-Pierre où elle est prise en charge par le personnel médical spécialisé. Le patient est pris en charge en fonction de sa pathologie. S'il n'est pas inquiétant et qu'il a de petits symptômes, on le met dans une chambre pas tout à fait normale. C'est une chambre d'hôpital mais qui est mise sous pression négative. Ça veut dire qu'en fait l'air est retenu dans la chambre et donc les virus qui se trouvent dans l'air restent dans la chambre, ne passent pas dans les couloirs et ne peuvent pas s'étendre ailleurs dans l'hôpital. Mais avant de rentrer dans la chambre, le personnel doit suivre minutieusement une procédure en 7 étapes. On passe une blouse, des gants, on a aussi un masque de type FFP3, respiratoire, une protection haut niveau, et ensuite des lunettes pour protéger les muqueuses et également une charlotte sur la tête. Le patient restera dans l'hôpital encore quelques jours pour voir comment évolue son état. Concernant les 8 autres Belges rapatriés, les tests sont négatifs, mais ils ne peuvent pas encore quitter l'hôpital de Neder-Overhembeek. Ils ne posent pas de risque pour d'autres personnes, donc les précautions vont être diminuées un peu dans le groupe. Ils resteront bien sûr dans l'hôpital et ils seront suivis régulièrement avec des tests pour voir si peut-être quelqu'un va encore commencer à excréter le virus. Selon la ministre de la Santé, la situation est donc sous contrôle. Elle appelle tout de même les personnes qui se sont rendues en Chine à consulter un médecin généraliste aux moindres symptômes. Michel de Volder, vous êtes médecin généraliste. Est-ce que dans les familles, les Bruxellois se posent des questions? Est-ce que vous, vos confrères sont interpellés sur le sujet? Est-ce qu'il y a des gens qui disent « j'ai le bras qui me gratte là, c'est certainement le coronavirus » ? Non, pas encore. Fort heureusement, pas encore. On est un peu en période d'abord d'épidémie de grippe aussi, puis de rhinopharyngite. L'école a repris et ça se répand plus facilement. Donc ils viennent pour cela. Alors à l'occasion, éventuellement, on peut avoir une petite question qui se pose, mais les gens ne consultent pas, disent « tiens, j'ai peur » ou « je sens que j'ai le coronavirus » ou des trucs comme ça. Pas du tout. Vous avez reçu quand même, comme tous les médecins généralistes, une série de conseils. Vous pouvez les lister de manière un peu simple ? Tout simplement, il y a une dizaine de jours, donc c'était le week-end précédent, nous avons reçu en fait un mail. Et alors il est passé par la fédération chez nous, puisqu'ils n'arrivaient pas au niveau fédéral à avoir suffisamment les adresses de médecins que nous possédons. Et donc ils ont demandé de le diffuser, ce que nous avons fait immédiatement le samedi en question. Et là on a diffusé, mais c'est très bref comme information. Voilà, ça existe, c'est là, c'est présent, avec quelques numéros de référence vers les centres spécialisés
conseils adéquats et quelques petits symptômes de base, quoi. Jean Ruel, comment se transmet le coronavirus? C'est tip-top comme le virus de la grippe ou... Mais ça y ressemble fort, donc c'est une transmission par voie aérienne, donc on va avoir des gens qui vont tousser, éternuer, éventuellement émettre des petits postillons qui seront chargés en particules virales et on va avoir une contamination vraiment par voie aérienne. Il y a des symptômes quand même plus précis, un peu particuliers? C'est un petit peu la difficulté parce qu'on se rend compte que finalement c'est une infection avec des symptômes assez peu spécifiques. Donc on a une fièvre, on a une toux et ça peut dégénérer, donc comme on l'a vu, avec des pneumonies qui peuvent être graves. Maintenant, c'est peu spécifique, on ne peut pas définir simplement sur un symptôme qu'on a infecté par un coronavirus. Il faut faire un frottis du nez, faire analyser les résultats. Mais alors finalement, quelle est la différence entre ce coronavirus et le virus de la grippe? Fondamentalement, c'est quoi la différence? Ce sont deux espèces virales différentes, donc qui ont des origines différentes. Maintenant, on a des symptômes qui peuvent y ressembler, mais ce sont des virus qui ont des origines tout à fait différentes. Alors, on entendra les autres, mais quand même, parce que vous êtes le spécialiste sur la question, on parle d'une origine animale pour le coronavirus. C'est sûr, c'est une idée? Et ça pourrait être quel animal? Parce que comment ça passe? C'est pas une idée. Il y a beaucoup de coronavirus qui existent chez les animaux. Donc il y en a très peu, quelques espèces qui ont été décrites chez l'homme et qui causent d'habitude des rhinopharyngites assez banales. Mais il y a des réservoirs dans la nature. Donc il y a des animaux qui sont porteurs de coronavirus qui ne se transmettent pas à l'homme. Et exceptionnellement, il peut y avoir certains virus qui vont franchir cette barrière d'espèces. Et souvent dans la nature, ce sont les chauves-souris qui ont été pointés comme les réservoirs de nombreux coronavirus. Comment le virus passe de la chauve-souris à l'homme? Alors là, ce qu'on suspecte, et c'est ce qui a été démontré par les épidémiologistes, c'est que l'épicentre était vraiment dans un marché où il y avait des animaux vivants ou fraîchement abattus. Et donc il faut qu'il y ait un contact avec un animal frais, je vais dire, pour qu'il y ait une transmission à l'homme. Donc ce n'est pas une transmission via la nourriture ou des choses comme ça. Il y a 9 Belges qui ont été mis en quarantaine. Il y en a un qui a contracté le virus. Donc il y en a encore 8 qui sont là à l'isolement, on va dire. Moi, je ne comprends pas. On nous dit que c'est pas plus grave que la grippe, mais quand on a la grippe, on n'est pas à l'isolement dans une pièce dont on filtre l'air pour le remettre dedans. Alors, quel est finalement le danger supplémentaire? Quel est le problème qu'on a avec le coronavirus qu'on n'a pas avec la grippe? Qui veut répondre à ça? Jean Ruel ou Michel de Volder? Non, Jean Ruel. Disons qu'ici, c'est un virus assez nouveau, donc on n'a pas envie de le laisser se répandre. Donc on a vu que la transmission était quand même assez efficace, assez rapide. Et donc comme c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, on sait qu'il y a, même s'il y a un taux de mortalité faible, ce faible taux va représenter un grand nombre de personnes si on n'y prend pas garde. Donc il est logique qu'on prenne des mesures pour essayer d'arrêter l'épidémie et de ne pas accumuler un nombre de cas. Alors moi, regardez, j'ai fait mes courses et j'ai acheté en grande surface pour 3 fois rien ce masque de chantier. On voit des gens le porter. Est-ce que c'est utile? Est-ce que si je mets ça, quand je me promène en rue et que je passe près de l'hôpital Saint-Pierre où se trouve le seul Belge contaminé, est-ce que je serai mieux protégé que si je ne passe sans rien? Ça me protégera quand même de ces postillons, j'imagine. Tout à fait. Ça protège un peu, docteur? Oui, tout à fait. Celui-là me semble bien vous protéger. Oui. Bon, je vais peut-être pas le faire parce que j'ai quand même des gens qui me regardent et je veux garder un minimum de dignité, mais fondamentalement, le masque, c'est utile ou pas? Les gants, c'est utile ou pas? Ne pas serrer la main de tout le monde, c'est utile ou pas? Oui, si je prends quand même ce que vient de dire notre confrère, c'est effectivement quand même par des petits postillons que ça se transmet. Ça va dans l'air, ça va sur la peau, ça se transmet d'un individu à l'autre. Oui, forcément, oui, bien sûr. Donc ça va être utile puisque là, vous allez retenir le masque, à la source. Les gels nettoyants pour les mains, est-ce que ça protège ou pas de ce genre de maladie? En effet, ce qu'on conseille, c'est de se laver les mains au savon. Donc ça, c'est la chose la plus utile. Maintenant, si on n'a pas de savon, il y a effectivement ces gels, pour autant qu'ils aient une concentration en alcool suffisante, qui va pouvoir éliminer le virus. On parle d'un taux de décès de 2%, et encore, c'est même pas certain. Voilà, je vois un des intervenants qui hausse parce que certaines personnes seraient contaminées mais ne le savent pas. Alors, comment est-ce qu'on calcule ce taux de décès, en fait? Donc oui, en effet, il y a une série de personnes qui ne sont probablement pas diagnostiquées et donc qui sont contaminées. Donc on est probablement à un taux de mortalité beaucoup plus bas. Les chiffres parlent plutôt de 0,5%. Et donc en effet, si la maladie se contamine assez rapidement et qu'en effet il y a une inquiétude par rapport à cette nouveauté,
le taux de mortalité est très très faible. Donc par rapport à votre masque, en Belgique, je ne porterai pas de masque et vous n'êtes vraiment pas obligé d'en porter. Peut-être en Chine et encore. Ok, on va revenir sur les autres pays parce que c'est quelque chose que vous connaissez évidemment très bien, Stéphane Emmons. Mais avant, Stéphane First, vous qui êtes du secteur pharmaceutique, on se prépare, on réagit. Quand on voit qu'un virus nouveau apparaît, qu'est-ce qu'on peut faire dans le secteur pharmaceutique? Les Chinois disent qu'ils ont trouvé un médicament qui serait efficace, les Américains débloquent des crédits, et nous en Belgique, on travaille de notre côté ou on échange des informations avec les autres? Non, mais je pense que de toute façon, les entreprises pharmaceutiques, ce sont des entreprises au niveau mondial. Même s'il y a de la recherche qui est faite ici en Belgique, c'est avec le but d'aider à soulever en fait ce problème ici qui est quand même d'une ampleur mondiale. Je pense que les firmes pharmaceutiques travaillent prioritairement sur 3 axes. Premier axe, bien évidemment, en tant qu'employeur, ils sont là, ils sont préoccupés à préserver la santé de leurs milliers de collaborateurs en Chine. Il y a des précautions à faire, on vient de dire, bien suivre certains critères d'hygiène, etc. Deuxièmement, en tant que producteurs de vaccins et de médicaments existants, ils organisent des dons. Et ils s'organisent aussi à ce que les médicaments existants et les vaccins puissent être distribués là dans les régions affectées. L'Organisation mondiale pour la santé, l'OMS, lance un appel de fonds pour 675 millions de dollars. Est-ce que ça veut dire que ça peut peut-être financer une partie de la recherche que votre secteur, vos entreprises font en ce moment? Je pense qu'on arrive au 3e volet et c'est effectivement la recherche. Essayer de faire avancer le développement des solutions, de nouveaux vaccins ou d'autres médicaments. Et je pense que la bonne chose ici, c'est le fait que c'est effectivement une urgence mondiale, que tout le monde va collaborer, les autorités et l'industrie pharmaceutique. On a commencé à parler du coronavirus il y a 10 jours. Est-ce qu'on a le temps en 10 jours de développer un vaccin, un antidote efficace? En 10 jours? Non, pas en 10 jours, mais il faut commencer. Et dès que les premiers signaux étaient là, je pense que les firmes pharmaceutiques, certaines firmes pharmaceutiques ont effectivement directement mis des équipes en place pour effectivement faire avancer le développement de nouveaux vaccins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, chercher s'il y a des outils diagnostiques ou des biomarqueurs qui peuvent être développés plus vite. Deuxièmement, il y a les thérapies existantes. Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'eux, ils peuvent nous amener à attaquer ce nouvel virus et le mode de fonctionnement en fait, de ce nouveau virus. Et troisièmement, qu'est-ce qu'on a dans tous les échantillons des études cliniques, dans les biobanques, dans les lignes cellulaires qui pourraient nous aider à en fait, attaquer ce virus. Jean-Ruel, est-ce que la collaboration est efficace entre les laboratoires en Europe, aux États-Unis, en Chine ou ailleurs dans le monde? Est-ce que vraiment on s'échange des informations? Et autre question, est-ce que le fait qu'un Belge soit contaminé, ça ne peut pas un peu faciliter le travail des chercheurs belges? Parce que finalement, ils ont du matériau de contamination sous la main. Oui, maintenant, avec un patient, on n'aura pas beaucoup de matériel pour faire beaucoup de recherches. Mais effectivement, quand il s'agit ici d'une urgence de santé publique, je pense que personne ne va retenir ces résultats. Ils vont être publiés, ils vont être communiqués. Et d'ailleurs, il y a une certaine notoriété des chercheurs aussi qui est parfois recherchée pour être le premier à publier. Donc, certainement que ces informations vont rapidement être disponibles. Et je voulais rebondir aussi qu'effectivement, l'avantage, c'est qu'on a déjà développé toute une série de médicaments antiviraux. Et il se trouve que, voilà, c'est comme ça qu'on parvient maintenant à déjà démarrer. On a des médicaments qui sont connus depuis plusieurs années, donc qui sont sûrs au point de vue sécurité du patient. Tandis que si on devait développer quelque chose de scratch depuis zéro, là, on aurait toute une série de tests complémentaires effectués qui seraient beaucoup plus longs. Donc ici, il y a des premiers essais qui se font avec des médicaments qu'on utilisait contre le VIH et qui semblent avoir une activité perdure ou si elle revient l'année prochaine de manière cyclique. De toute façon, oui. Ça aussi, on parle d'urgence, mais pour un futur à long terme, c'est clair qu'il y aura des groupes qui vont continuer à développer des médicaments. Alors, en préparant le dossier, il m'est revenu qu'au niveau notamment des instances européennes, on s'inquiète que l'épidémie qui s'étend, un cas en Belgique, quelques cas en France, quelques cas en Grèce, arrive
en Afrique. Pourquoi l'Afrique? Parce que grosse concentration de population, des États peut-être pas aussi fonctionnels qu'en Chine, et donc l'incapacité d'organiser des confinements au niveau d'une ville comme ça a été le cas en Chine. Alors, c'est pour ça que vous êtes là, Stéphane Emmans, parce que vous êtes un grand connaisseur et un grand amoureux de l'Afrique. Vous avez couvert énormément de situations de crise là-bas, conflits armés, révoltes, et puis il y a aussi le virus Ebola qui a fait énormément de dégâts là-bas. Ok, Ebola, c'est pas le coronavirus, on a compris, mais enfin, on se prépare quand même à devoir faire quelque chose? Alors, clairement, donc l'Afrique a de nombreux liens aussi avec la Chine. Donc, l'OMS a déclaré 13 pays sensibles, et pas des moindres. Le Nigeria, c'est des millions d'habitants. Donc, globalement, il y a un vrai risque. Et surtout, ce qui manque très très fort, c'est les outils de diagnostic en Afrique. Donc, aujourd'hui, l'OMS dit qu'il y a 5 laboratoires capables de diagnostiquer le coronavirus sur tout le continent africain. Alors, ça va changer. Dans la manne d'argent demandée par l'OMS, c'est essentiellement pour mettre des laboratoires mobiles, mettre des possibilités de diagnostic sur... Et donc, nous, les Belges, l'associatif belge comme Médecins du Monde se prépare à faire quoi finalement? Envoyer là-bas des gens avec des masques, avec des gants, comme on a vu l'infirmière de l'hôpital Saint-Pierre, ou bien Alors, ce qu'on a fait un peu ce que l'État fédéral a fait avec les médecins généralistes. On a fait exactement la même chose avec nos différentes missions. Donc, on a écrit une petite note en disant, premièrement, voilà ce que c'est le coronavirus, et voilà quelques mesures simples à mettre en place. Donc, clairement, on suit les règles de l'État. Et donc, pour l'instant, notamment le port des masques, il n'y a aucun pays africain qui le conseille de manière automatique. D'ailleurs, est-ce qu'on en trouverait là-bas? Oui, on trouve du matériel de protection, certainement au Congo, notamment vu l'épidémie d'Ebola. Mais c'est vrai que c'est un effet collatéral de la crise, c'est qu'aujourd'hui, le matériel médical est difficile à trouver. Pas que les masques, d'ailleurs. Il y a parfois d'autres matériels médicaux qui sont difficiles. Et j'ai encore eu le cas aujourd'hui. J'ai eu un grossiste qui me disait, en fait, on n'a plus de matériel médical, notamment des masques, mais aussi d'autres types de matériel, parce que soit ça venait de Chine, et pour l'instant le commerce avec la Chine est un petit peu compliqué, soit c'est en Chine que ce matériel a été envoyé. Alors justement, vous me tendez une perche, mais ça c'est une question que je voulais poser. Est-ce que les gens qui achètent sur Internet, qui mangent de la nourriture venant de Chine, cuisinée avec des sauces chinoises, qui ont du matériel produit en Chine, des bics, etc., qu'est-ce qu'ils risquent? Allez, qui veut répondre à ça? Qu'est-ce qu'ils risquent? Rien du tout. Rien du tout? Oui. Absolument rien, ou bien le risque est minime? Absolument rien. Pourquoi? C'est un virus qui ne va pas survivre dans l'environnement et qui ne va pas survivre sur une caisse à travers un voyage de milliers de kilomètres. Donc là, il n'y a absolument aucun risque. Mais alors pourquoi on prend tellement de mesures, j'insiste, mais pourquoi on prend tellement de mesures de protection chez nous? Pourquoi est-ce qu'on dit, à quoi correspondent d'ailleurs ces 14 jours, et pourquoi est-ce qu'on dit à quelqu'un dont on n'est même pas sûr qu'il est virus, qui doit se couper de tout pendant 14 jours? Je pense que c'est un principe de précaution. Donc, comme on ne connaît pas bien le virus et on sait qu'il va causer des décès, autant, on commence à le connaître un petit peu mieux maintenant, mais autant s'arrêter directement en évitant le plus possible une installation d'épidémie. Donc, tant que ces personnes sont confinées, c'est une mesure qui paraît drastique, mais qui va, j'espère, porter ses fruits. Donc, peut-être qu'on n'aura aucun cas dans les jours qui viennent. Malgré les liens peut-être plus fort entre la Belgique et l'Afrique, si l'épidémie arrive là-bas, qu'actuellement entre la Belgique et la Chine? Je pense qu'en Afrique, donc, si l'épidémie est peut-être déjà là-bas, finalement, on n'en sait rien. Elle devrait être, mais elle n'est pas encore diagnostiquée. Et donc, je pense que, elle est probablement sous-diagnostiquée, mais ce qui est important, en tout cas sur l'Afrique, c'est de renforcer les systèmes d'hygiène dans les centres de santé et des choses comme ça, des choses simples. On voit que le taux de mortalité n'est pas énorme, et donc on va dire il y a une grosse morbidité, mais pas tellement une grosse mortalité. C'est-à-dire que, il faut aussi mettre ce coronavirus dans son contexte, et qu'il y a des épidémies, on parlait d'Ebola, qui sont autrement plus, avec un taux de mortalité autrement plus grand, et qui continuent à être là. Donc, est-ce qu'il y a une autre épidémie, un autre virus qu'on peut juger comparable, peut-être docteur De Volder, qu'on peut juger comparable en termes d'impact, de poids, une maladie connue? C'est pas Ebola, on l'a compris, c'est pas le SRAS non plus, c'est pas... Non, moi je pense qu'on est plus dans les virus simples de rhinopharyngite ou un peu plus compliqués de grippe. Mais qui sont dangereux pour les publics déjà précarisés, dans la transmission, dans les types de transmission, dans le type de symptômes, dans les complications, on peut avoir des choses. On a plus de personnes hospitalisées actuellement pour des grippes
que le cas de coronavirus actuellement. Alors justement, je vais vous demander, messieurs, quel est pour vous actuellement le vrai danger ? Mais versus, c'est une parole libre. Alors pour vous, qu'est-ce qui est vraiment dangereux ? Puisqu'apparemment l'appel sur le coronavirus, c'est l'appel au calme, la prudence mais le calme. Qu'est-ce qui vous, dans votre pratique, dans le secteur pharmaceutique, comme médecin, comme chercheur, comme humanitaire, qu'est-ce qui pour vous est un vrai danger ? Dont on parle peut-être pas assez dans les médias. Tiens, ça nous donnera une idée pour une prochaine émission. Stéphane First, pour commencer. Ouais, je pense qu'il y a toujours des situations inattendues où on n'est pas soucieux, on ne fait pas attention. Et ça sont les situations les plus dangereuses. Ce ne sera pas ici ce cas. Tout le monde est alerté et tout le monde fait attention. Michel de Volder, qu'est-ce qui vous paraît un vrai danger dans votre pratique de médecin au quotidien ? Vous qui recevez des familles Dans ma pratique de médecin au quotidien, je vous dis, c'est Dr Google. C'est extraordinaire, hein. Mais le docteur Google, qu'est-ce qu'il raconte comme bêtise, celui-là ? Ah oui, elle est générateur de panique et ça va dans tous les sens. Je pense que les gens devraient vraiment mettre gare aux fake news gare aux fake news et à l'automédication. N'oubliez pas d'aller voir votre médecin, il sera beaucoup plus fiable que le docteur Google. Jean Ruel, le scientifique, quel est pour vous le danger, la chose moi, j'aurais été un petit peu dans le même sens parce que je pense à la mésinformation et parfois, certains en profitent justement de situations un petit peu compliquées pour diffuser des fausses informations. Et c'est finalement la panique et la crédulité vis-à-vis de certains médias ou de réseaux sociaux qui fait qu'on arrive à des situations complètement absurdes où des gens qui sont d'origine asiatique à Bruxelles, qui ne sont peut-être jamais sortis de la Belgique, sont stigmatisés en se disant « Oula, j'en ai peur ». Et vraiment, il faut arrêter d'être irrationnel et rester un peu les pieds sur terre. Donc je dirais, pour moi, ma crainte, ça rejoint un petit peu, c'est les fausses informations. Et Stéphane Emans, qu'est-ce qui vous interpelle comme humanitaire ? Quel est le danger, le vrai pour nous ? Mais c'est que toute l'énergie se mette autour de ce coronavirus et l'oubli d'un système de santé finalement plus général et qu'on oublie des pathologies comme la rougeole ou le paludisme qui sont autrement plus mortels en Afrique aujourd'hui. Eh bien, merci à tous les quatre d'être venus et d'avoir échangé sur le plateau de Versus. La semaine prochaine, un autre thème, d'autres questions, d'autres intervenants. À très bientôt sur BX1.